Thierry. Bonsoir à tous. Bienvenue. Merci. Comment allez-vous ce soir? Très bien, surtout après avoir entendu les entrepreneurs qui réussissent. Mais moi, ce qui m'intéresse maintenant, what I would like to know is what next? What next for you? Eh oui, good question. Voilà. Haha. The future will tell us. Okay. Stay tuned. Great. Next episode. Because I may be interested to invest in your companies. Tommaso, party downstairs afterwards. Bon. Allez Thierry Breton, on va pas y aller par quatre chemins. En lisant quelques documents, je vois des termes, décrochage de l'Europe, manque d'innovation. Et vous qui avez ça chevillé au corps, cette Europe qui semble malmenée dans le contexte géopolitique actuel, les droits de douane, les grands blocs, le retour évidemment, et l'accélération de certains géants qui semblent inatteignables, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que vous y croyez encore? Qu'est-ce qui vous fait y croire encore? Et comment l'Europe peut réaffirmer, se positionner sur son leadership technologique? Bien sûr que j'y crois encore. J'y crois encore parce que, vous venez de le dire, du reste, et ça a été dit aussi tout à l'heure dans la table ronde, parce que les temps que nous vivons sont des temps évidemment difficiles, je vais revenir dans un instant, et qui appellent le leadership. Dans les temps difficiles, la réponse, c'est le leadership. C'est vrai évidemment pour les entreprises, c'est vrai pour nos institutions européennes, c'est vrai du reste en politique, c'est vrai partout. Et du reste, pour répondre à votre question, si vous le permettez, je vais poser une question à la salle pour commencer. On va faire assez court. On va remonter uniquement au 20 janvier 2025, si vous voulez bien. Il y a 9 mois. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le 20 janvier 2025? C'est passé tout ce que vous venez de dire, en accéléré. Et au fond, si on essayait de retenir un mot qui va caractériser le monde nouveau dans lequel nous sommes rentrés. C'est quoi ce mot? Un mot depuis le début de l'année. Instabilité, oui. Ça, effectivement, c'est un peu une conséquence. Les risques, bien sûr, parce qu'il y a de l'instabilité. Souveraineté, c'est une réponse à ce qui va se produire ou ce qui se produit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est effondré? Qu'est-ce qu'on a perdu? La confiance. Le mot qui caractérise notre époque aujourd'hui, c'est la perte de confiance. Et ce qui se passe, c'est absolument abyssal. Depuis 70 ans, on a bâti, l'après-guerre, on a bâti notre retour, la construction européenne, la construction du monde occidental, notre vivre ensemble, l'état de droit, les relations entre les entreprises, les relations du monde transatlantique, l'OMC. Tout a été bâti sur un mot, la confiance. C'était la pierre angulaire de, je dirais, la voûte sous laquelle nous nous sommes développés. La confiance, évidemment, en matière d'architecture de sécurité et de défense, c'est une évidence, caractérisée évidemment pour les membres de l'OTAN, c'est-à-dire quasiment nous tous, par le fameux article 5. Si jamais l'un d'entre nous est attaqué, alors parce que la confiance est là et qu'elle est tellement forte, celui qui nous attaquerait saurait que tout le monde réagit en même temps, la confiance. La confiance, évidemment, pour les 27, ou plutôt pour 26 des 27 pays européens. Je dirais que le 27e, c'est le nôtre. Il dispose de l'architecture complète de sécurité et de défense, y compris l'arme nucléaire. Mais pour les 26 autres, non. Donc la confiance est absolument indispensable. La confiance, je l'ai dit, évidemment, dans les relations contractuelles, dans l'état de droit, dans ce qui fait que l'on travaille et qu'on sait que, parce que la confiance est là, je vais pouvoir exécuter une part de mon contrat parce que je sais que l'autre va l'exécuter. La confiance, je l'ai dit tout à l'heure, dans l'Organisation mondiale du commerce, où on sait que précisément parce qu'on a signé, on va respecter notamment les droits de douane, la réciprocité entre les uns et les autres. Ça a volé en éclats. Et donc, la conséquence de tout ça, c'est qu'on rentre définitivement dans un monde beaucoup plus brutal, dans un monde de rapport de force, dans un monde d'instabilité, au fond, tous les qualificatifs que vous avez dit, qui ont pour origine cette perte de confiance. Ça veut donc dire que pour nous, d'abord, il faut d'abord qu'on sache que ça va être difficile de rebâtir cette confiance et que précisément parce que les règles existent moins ou plus, le monde dans lequel on est, en tout cas au niveau institutionnel, c'est un monde, vous l'avez dit, de rapport de force. Alors on a la chance en Europe d'être un grand continent, en tout cas c'est aussi la raison du projet européen, 450 millions de concitoyens, une fois et demi les États-Unis d'Amérique, c'est pas rien. Je parle aussi en iceball, hein. C'est une fois et demi le marché numérique américain. Donc il ne faut jamais l'oublier. Donc on est un
très grand marché. Il faut évidemment savoir l'utiliser, se mettre en mouvement pour ce faire. On a les instruments, on a aussi des délégations qui ont été données à nos institutions, en particulier la Commission européenne. Donc je dirais que l'infrastructure est là. Maintenant, il faut la mettre en musique, l'exécuter, la mettre en mouvement, et c'est là où le leadership revient. Mais je voudrais finir pour vous dire que, à partir du moment où ce que je viens de dire, ce qu'on vient de qualifier ensemble, la confiance vient de voler en éclats, en tout cas telle que l'on l'a connue au cours des 70 dernières années, ça veut dire qu'à tous les niveaux, il va falloir bien être conscient que chacun, nous sommes dépositaires de cette confiance. Dans l'exercice de nos fonctions, et je parle en particulier évidemment aux entreprises, mais pas que, eh ben, on a des parcelles d'exercice de cette confiance. La confiance, elle va maintenant plus être top-down, mais elle va plutôt être bottom-up. Et donc, c'est vraiment cette conscience que je voulais partager avec vous. C'est ça, ce bouleversement, ce renversement de l'ordre des valeurs et quelque part du monde qui vient de se produire. Et nous, on a la chance en Europe, encore une fois, je le redis, d'avoir ce projet. Mais oui, c'est vrai que plus de cadeaux, zéro, entre évidemment la Chine et l'Europe, bien entendu, les États-Unis et l'Europe désormais, on le voit. Donc voilà, on est seul, on a notre destin en main. Donc c'est peut-être aussi un grand moment pour que l'Europe continue à aller de l'avant. Je n'allais pas dire se réveille. Alors en ce moment, est-ce qu'elle a assez de leadership? Je vous laisse répondre à cette question. J'en ai moi-même tiré les conclusions lorsque j'ai décidé de démissionner de la Commission européenne. C'était ma décision. Mais rien n'est perdu. Et je sais que c'est dans les moments historiques, compliqués, complexes, que les hommes ou les femmes se révèlent. Donc j'ai bon espoir. Justement, vous avez donc beaucoup légiféré à la Commission. On a bien sûr le Digital Services Act, le Digital Market Act, l'AI Act. Et vous avez dit, on a les lois, il nous faut désormais la puissance. Et c'est ce dont vous parlez là à l'instant. Si on essaie d'aller plus loin maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Et inversement, sur quoi on peut s'appuyer, sur quelle force on peut s'appuyer pour l'écosystème tech, deep tech européen? D'abord, je voudrais dire évidemment, il y a les problèmes de marché, vous en avez parlé tout à l'heure dans les présentations, marché chinois, marché américain. Il y a évidemment, il y a les compétences, on a évidemment beaucoup de compétences en Europe, on a beaucoup de savoir-faire, on a beaucoup d'expertise. Il y a l'accompagnement ensuite de la mise en œuvre, de la réalisation des projets, de leur exécution. Et c'est là on va parler de la nécessité d'avoir un marché unique des capitaux, Capital Union Market, qui est absolument indispensable pour accompagner précisément le développement de nos startups, le scale-up, c'est absolument indispensable, on va y revenir. Mais il y a aussi une chose, et je voudrais commencer par ça, il y a le marché. L'une des raisons pour lesquelles, me semble-t-il, on a évidemment un retard, on a pris un retard, et notamment dans l'espace numérique, dans tout ce qui concerne les technologies numériques, c'est parce que nous avons, entre autres, je pense en particulier de l'espace informationnel, nous avons jusqu'à peu un marché numérique, donc digital, qui était totalement fragmenté en Europe, avec 27 pays, 27 régulations, 27 régulateurs, donc un marché numérique fragmenté. Et les États-Unis, par définition, ils ont un marché numérique unifié, de 330 millions de consommateurs, on l'a dit tout à l'heure. La Chine, la même chose. Et donc, la première chose, c'est pour ça que je voudrais le remettre en perspective peut-être, parce que vous avez parlé de régulation, on en parle. La première chose que j'ai voulu faire lorsque je suis arrivé à la Commission, j'étais aussi commissaire au marché intérieur, mais aussi commissaire au numérique, c'est de créer les bases, enfin, d'un marché numérique intégré. On avait un marché numérique qui était créé peu à peu, et notamment depuis Jacques Delors, le marché numérique, sa force, on vient d'en parler à l'instant, dans lequel s'échangent les produits, les services, pas encore assez les capitaux, on va y revenir, mais on n'avait pas de marché numérique. Donc le marché physique, il existe, il est perfectible, mais enfin on a les bases, et le marché numérique, il n'y en avait pas. Donc je me suis attaché, avec mes équipes, à bâtir 5 piliers. Et ces 5 piliers, ce sont des règlements. Il faut bien savoir que dans les lois, c'est pas la commission qui fait les lois. La commission, ce n'est uniquement que l'exécutif et qui propose uniquement les lois. Ceux qui font les lois, ce sont nos co-législateurs. Bruxelles, c'est comme Washington. Il y a 2 co-législateurs. La Chambre des représentants, c'est notre Parlement européen, ça représente le peuple. Le Sénat, c'est le Conseil européen, ça représente les États. Ce sont exactement les mêmes législateurs, ils ont le même type de pouvoir. Et la Commission, elle ne fait que proposer
les textes qui sont ensuite débattus, votés, amendés, puis votés définitivement. Et ensuite, c'est à la Commission de les mettre en œuvre. Donc j'ai proposé des règlements. Vous avez soit des règlements, soit des directives. Les règlements, l'intérêt, c'est qu'ils sont d'application directe. Vous les votez, là qu'on propose, débattus dans les deux chambres, Parlement, Conseil européen, amendés, votés, et dès que c'est voté, application directe, une seule loi, la même pour tous. Directive, directive, on donne le principe, le cadre, et puis derrière, chaque État doit ensuite le faire voter par son Parlement avec des petits amendements, et donc on a la fragmentation. Donc j'ai porté des règlements, ce qui est plus dur, mais beaucoup plus efficace. Et ces 5 piliers, ça a été d'abord le DGA, Data Governance Act. C'est dire tout simplement, dans l'espace informationnel, quand une entité publique, collectivité locale, gouvernement, émet, traite, gère des données à vocation publique, à qui elles appartiennent. Est-ce que moi qui suis privé, je peux en utiliser une partie? On a mis des règles simples pour pouvoir exploiter ces données publiques et créer des services et de l'innovation. Le Data Act, le deuxième. Lorsque j'opère, je travaille dans une usine, je conduis mon véhicule, je génère des pétaoctets quotidiens. À qui appartiennent ces pétaoctets? Lorsque je conduis mon véhicule, 30 pétaoctets par jour, ça appartient à qui? À moi qui suis le conducteur? À le constructeur automobile? À ma compagnie d'assurance? À mon garage de maintenance? On a mis des règles de base pour que précisément on puisse utiliser ces données. Ensuite, ça a été le DSA. Le DSA, c'est dans cet espace informationnel où nos enfants passent maintenant, hélas, peut-être autant de temps, voire plus de temps que dans l'espace physique. Quelles sont les règles que l'on va transposer, qu'on avait mis dans l'espace physique, pour qu'on ait quelques règles de vivre ensemble? On ne peut pas s'insulter dans l'espace physique. Bon. On ne peut pas proférer des propos antisémites. On ne peut pas faire l'apologie du terrorisme. Eh bien, on transpose dans l'espace numérique. C'est le DSA, des règles de vivre ensemble. Et puis ensuite, ça a été le DMA, le quatrième. Dans l'espace physique, on a mis des règles de concurrence pour favoriser la concurrence, éviter les monopoles, éviter que les plus grands, the winner takes all. Voilà, on a mis ces règles, et ben on les transpose aussi dans l'espace physique pour éviter que, parce que vous êtes un géant, vous allez pouvoir faire en sorte de piquer toute l'innovation, évincer ceux qui ne vous plaisent pas. Suivez mon regard, je n'irai pas plus loin. Et puis enfin le dernier, c'est l'AI Act, qui n'est absolument pas, encore une fois, contre l'innovation, qui tout simplement fait que si jamais vous utilisez de l'intelligence artificielle en Europe, il y a quelques règles de base. On a mis, on appelle ça dans notre jargon risk-based regulation. C'est une régulation qui est faite basée sur le risque. Il y a 5 niveaux de risque, où pour des applications, on demande un certain nombre d'éléments, y compris mieux connaître les datasets quand il s'agit d'applications médicales, y compris du reste en mobilité, interdire certaines applications comme par exemple le social scoring, c'est-à-dire la possibilité de vous suivre toute votre vie et d'en tirer ensuite des conséquences ou des conclusions pour savoir ce que vous pouvez faire ou pas faire, ce qui est autorisé en Chine. Voilà, donc on a mis des bases. J'ajoute, et pour finir, que ces 5 régulations sont des régulations ex ante. Ça veut donc dire que le marché intérieur, ça y est, il est unifié. Formidable, on n'a plus de barrières. Enfin, c'est une même loi pour les 27, un seul régulateur. On a enfin un marché intérieur numérique en superposition du marché intérieur physique qui nous permet d'offrir à nos investisseurs, à tous ceux qui sont dans le monde de la tech, la profondeur d'un marché intérieur. Deuxième élément, ça veut donc dire qu'elles s'appliquent à tout le monde, ces régulations. C'est les lois. En Europe, on conduit à droite. Bon, j'ai fabriqué des voitures qui conduisent à gauche, tu changes le volant et tu es bienvenu chez moi. On accueille tout le monde, mais on a des régulations ex ante parce que ça a été notre démocratie qui l'a voté. Elle a tellement voté que 92% des députés européens ont voté ces 5 régulations. C'est du jamais vu dans notre histoire institutionnelle. 92%. 100% des États membres, dans notre Sénat, le Conseil européen, ont voté ces régulations. C'est le fruit de notre démocratie qui a donc donné maintenant ses bases. Et donc, à vous de jouer. Alors avant de continuer les échanges avec des entrepreneurs, j'aimerais revenir une dernière question ensemble sur cette union des marchés de capitaux qui nous intéresse au premier chef ce soir. Qu'est-ce qui manque pour arriver à créer des champions de l'IA, du quantique et qui resteraient et se développeraient en Europe? Et comment l'organiser en fin de compte, ce marché, que ça ne reste pas une idée, mais qu'un jour ça se concrétise? Alors c'est la priorité absolue pour moi maintenant. Du reste, il faut suivre le rapport L'État. Il y a 2 rapports qui ont été faits qui sont très intéressants pour donner les perspectives de l'évolution du marché intérieur, disons.
Le rapport Letta d'Enrico Letta, ancien Premier ministre italien, et son collègue Mario Draghi. Le rapport Letta dit, à juste titre, qu'il nous faut maintenant, pour aller plus loin, réussir 3 unions. L'union du marché de l'énergie, l'union du marché des télécommunications au sens large. Donc j'ai travaillé là-dessus, elles sont prêtes, ça s'appelle le Digital Network Act, il suffit de l'appliquer maintenant. Et enfin l'union du marché des capitaux, repris évidemment par Mario Draghi. L'union du marché des capitaux, puisque c'est votre question, c'est absolument vital. C'est pour moi maintenant la condition sine qua non pour que nous puissions vraiment développer, permettre à tous nos entrepreneurs, à nos innovateurs, à toutes celles et tous ceux qui veulent et que nous souhaitons qu'ils développent leurs idées, leurs entreprises en Europe, puissent être accompagnés, comme ils le sont évidemment aux États-Unis, parce qu'on a les outils, on a la profondeur, et ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui en France. Je viens de dire comment on a essayé de créer la profondeur du marché intérieur numérique. Il faut maintenant la profondeur du marché intérieur, donc monétaire, et ça n'existe pas. Donc là, on sait ce qu'il faut faire, c'est préparé. Mais c'est comme là, c'est comme tout, il faut maintenant du leadership. Alors il y a un certain nombre, il faut vaincre des résistances, mais c'est aussi notre projet. Et si vous me posez une question, donc ça y est, les chemins sont faits, vous êtes tous d'accord avec moi, la stratégie c'est très facile, ce qui fait la différence c'est l'exécution. Donc c'est vrai dans les entreprises, moi j'étais entrepreneur, j'ai créé ma première entreprise, j'avais 25 ans à New York, et puis après ça, j'ai dirigé de plus grosses entreprises, mais c'est vrai aussi dans l'action politique. Donc maintenant, on sait ce qu'il y a à faire, ce qu'il faut, c'est qu'on ait le leadership. Donc il faut se faire entendre. Une chose que je voudrais vous dire, Bruxelles, c'est aussi comme Washington, c'est le même nombre de lobbyistes à Bruxelles qu'à Washington, 1300. 1300 lobbyistes à New York, à Washington, 1300 à Bruxelles. Même nombre de journalistes aussi, c'est les plus grosses communautés de journalistes. Quand vous allez à Bruxelles et vous faites ensemble, c'est un porte-voix. Ça marche, il faut le faire. Donc il faut maintenant que vous soyez tous unis et vocaux, comme on dit en bon français. Il faut vraiment le faire. On a des résistances aujourd'hui. L'Allemagne résiste, je le sais, on le sait tous. Le problème de l'Allemagne, avec ses banques, n'a pas encore fait sa révolution, donc il y a de la résistance. Mais il n'y a pas de fatalité. Je peux vous le dire dans tout ce que j'ai fait à Bruxelles, que ce soit sur les vaccins, que ce soit sur l'armement, que ce soit sur les munitions, que ce soit sur la régulation du numérique, avec tous les obstacles que j'ai dû surmonter, il n'y a pas de fatalité. La feuille de route est là. Voilà, il faut du leadership. Faites-vous entendre, faisons-nous entendre. Et je suis confiant. Mais alors là, c'est maintenant qu'il faut le faire. Il ne faut pas lâcher prise.